Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la formation CCNA 200-301. En plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer la configuration du SSH et le telnet. Donc avant que je commence ma présentation et comme je fais d'habitude, alors je fais un débriefing concernant la partie théorique. Donc on a vu ensemble dans la vidéo précédente du telnet et le SSH. Donc le telnet et SSH, donc ils sont inscrits dans le cadre parmi les protocoles de management qu'on peut les utiliser pour manager un équipement via un réseau IP. Aujourd'hui, principalement, lorsque j'utilise le SSH ou le Telnet, c'est pour y accéder sur le SLI d'un équipement. Alors, ce qui est très souvent utilisé, c'est le SSH parce que, voilà, les informations, ils sont chiffrées, on peut pas, voilà, on peut pas les déchiffrer. Donc, par rapport au Telnet, lorsqu'on fait, on fait une capture, par exemple le Wireshark, on peut voir que les informations circulent en clair sur notre réseau. Ok. Donc après le SSH, donc il a deux versions, c'est la version 1 et la version 2. On a vu que la version 1, donc il pose plusieurs problèmes de sécurité, c'est pour ça en fait ils ont développé la version 2 selon les informations que je trouvais sur Wikipédia, c'était à partir de 2006. Ok, alors on passe au lab, on va pas se tarder. Donc le lab d'aujourd'hui, donc il est composé d'un routeur R1. Sur le routeur R1, c'est là on va configurer du telnet, et le routeur R2, c'est là on va configurer du SSH. Alors, j'ai mis un petit cloud NAT. Donc le cloud NAT, c'est juste en fait il va me servir avant d'avoir et avant de récupérer les adresses IP du serveur DHCP. Là en fait là où se trouve ma fonction du NAT. Alors pour le configurer au niveau d'un équipement Cisco, ce que vous pouvez faire, c'est juste en fait show running sur l'interface fast00. Dans ce cas là j'ai mis IP adresse DHCP, et puis j'ai activé donc no shutdown afin qu'il récupère voilà donc une adresse IP à partir du serveur DHCP, l'adresse IP du DHCP du NAT où se trouve de mon GLS3. Ok. Alors, alors c'est pareil aussi pour R2. Après, donc j'ai mis ici donc une image Ubuntu Docker. Alors cette image là, vous pouvez le récupérer à partir du site de GLS3 qui va vous servir pendant cette formation. Par la suite, on va utiliser le Ubuntu Docker, c'est pour les accès Telnet et pour les accès SSH. Alors, on va commencer la configuration du Telnet sur mon équipement R1. Alors, la première des choses, c'est que je rentre au niveau de mon configuration terminal en mode config. Alors, je vais commencer par créer donc un utilisateur, par exemple username, on va dire. Username, c'est on va dire user01. Et on va lui donner le privilège 15, c'est le top des privilèges. Et le password, on va dire, c'est le password default. Très bien. Bon, ça, c'est juste en fait une configuration c'est une configuration optionnelle. Après, tout dépend de mon identification que vous allez mettre en place. Est-ce que ça va passer par un login local? Est-ce que ça va passer par un TACAX? Est-ce que ça va passer par exemple par Radius? Etc., etc. Ok. Alors, pour activer le telnet pour activer le telnet sur un équipement Cisco, donc c'est pas assez compliqué, c'est juste vous devez entrer sur le mode VTI. Par exemple, on va dire 04. Alors l'NVTI 04, je pense, ce sont des configurations que vous avez vu ça avec Monsieur Ketkout lors de cette formation de CCNA 200-301. Moi, je vais pas revenir derrière par rapport à ça. Mais bon, le line VTI donc 0 à 4. Donc là, j'ai accès. Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais activer le telnet sur mes line VTI. Ok, c'est pour activer le telnet sur les accès à distance. Alors là, ce que je vais faire, c'est que transport input, et là, j'ai plusieurs options. Alors, soit j'ai le choix de mettre all, et dans ce cas-là, je vais activer tous les protocoles. Sinon, je peux activer juste le telnet. Ok, dans ce cas-là, je vais activer juste le telnet. Très bien. Et par la suite, ce que je vais faire, maintenant le telnet, donc il est bien actif, mais il faut que j'ajoute une autre commande afin que l'authentification locale soit prise en compte
lors, on va dire, de l'accès avec le telnet. Par exemple, on va mettre login local. Alors maintenant, après qu'on avait activé donc le login local, on va essayer de s'authentifier à partir de Ubuntu Docker. Alors, donc je récupère juste l'adresse IP qu'il avait récupéré, donc mon interface va se fermer 00. Show IP interface brief. Alors, interface brief, c'est bon, c'est là. Alors, j'ai bien l'adresse 192.168.17.185. Voilà, je le récupère, je viens sur mon bouton Docker, je mets un telnet, et là, je colle mon adresse IP. Bon, déjà, avant que je fasse un telnet, alors je peux tester la communication. Je fais un ping, donc là, je vois très bien qu'il me répond sans aucun souci. Alors, je fais un telnet maintenant, je colle mon adresse IP. Hop, là, il me demande un username et un password. Donc, dans ce cas-là, l'username et le password que nous, on a mis en place, c'est user01 et le password, c'est default. Alors, comme vous pouvez constater, alors là, je suis bien sur mon routeur R1 sans aucun souci. Maintenant, ce que je vais faire, je vais me déconnecter de ma configuration R1 et là, je vais lancer une capture Wireshark entre, on va dire, entre la liaison R1 et mon switch. Alors là, hop, je viens ici, je mets un stat capture, hop. Alors là, j'ai bien mon analyseur Wireshark qui démarre. Donc ça prend un peu de temps, je suppose. Donc, après que mon Wireshark donc il a démarré, dans ce cas-là, ce que je vais faire, c'est que je vais me reconnecter en SSH, pardon, en telnet, et là, je vais faire un telnet, et là, je vais taper mon login, mon mot de passe. Alors, mon login, c'est user01, et boum, et là, le password, c'est default. Si en fait, je fais un show running config, par exemple, hop, bon, je vais vous dire pourquoi j'ai mis comme ça. Alors, ici, j'ai bien en fait, on va dire, des paquets qui sont capturés par Wireshark par rapport à la donnée, à la donnée telnet. Ok, maintenant on va dire, on va prendre un paquet, le dernier paquet de telnet, et là on va essayer de voir ce qu'il nous dit. Maintenant, bon, ça c'est plus côté serveur, ce qui m'intéresse c'est plus côté client. Alors, tac. Alors, par exemple ici, j'ai bien mon niveau 2, c'est-à-dire, on va dire, la source MAC et la destination MAC. J'ai bien ici, donc, mon niveau 3, c'est-à-dire le niveau 3, Internet Protocol version 4. Il me dit que ta source est bien 192.168.17.187 et la destination c'est 192.17.185. Donc, c'est ça exactement ce que moi j'avais. Donc c'est le 17.185, c'est mon adresse IP de mon routeur. Et après, donc le 17.187, c'est la source de mon, ce qu'on appelle, c'est l'adresse IP de mon Docker. Ok. Donc par la suite, en fait, j'ai ici une source port et la destination port. Alors, destination port, comme je vous ai parlé l'autre fois, c'est une destination, en fait, alors notre ami le telnet, donc il utilise le TCP, c'est-à-dire le Transmission Control Protocol, donc il a déjà ici été initié, et du coup il utilise le port 23, ok. Alors maintenant, je reviens à mon paquet. Maintenant, ce qui m'intéresse, si en fait moi je viens et faire un SFTP, alors suivre flux, alors le flux SFTP. Bah, du coup là, regardez maintenant ce qu'il me dit. Il me dit que j'ai bien chopé ton username, c'est user10011. La question que vous allez me poser, mais écoutez, c'est pas ça le nom d'utilisateur. Oui, je suis d'accord avec vous, mais juste dans certains cas, ce que vous allez prendre, c'est que la lettre ici, elle est répétée 2 fois. UU, SSC, EE, RR. Donc vous allez juste en fait retirer une lettre qui est répétée. Donc par exemple, U, S, E, R, 0. Ok, donc c'est ça mon utilisateur. Et là, boum, il a bien chopé donc mon password qui est le default que je l'avais configuré. Et maintenant, regardez très bien, moi j'ai tapé la show running config. Ah bah écoutez, il a pu capturer donc le show running config, c'est-à-dire c'est que ma configuration que moi j'ai mis en place. C'est pour voir et pour vous montrer, pour vous approuver ce qu'on avait dit dans la partie théorique, c'est que le telnet, il n'est pas du tout sécurisé et je le recommande jamais, surtout lorsque vous allez mettre dans un environnement de production. Ok, bon,
Ici, voilà, il récupère le login, le mot de passe et tous les commandes en fait que moi j'ai mis en place. Bon, ici en fait, moi j'ai mis un showrun et config. Si vous avez un hacker, il peut avoir toutes les informations par rapport à votre équipement, hein. Voilà, si vous avez par exemple des autres logins, passwords qui sont configurés avec le mot de privilège 15, bah, dans ce cas-là, il va le récupérer. Bon, c'est pour ça en fait, le telnet il est jamais recommandé de le mettre en place, voilà, sauf si l'équipement il ne supporte pas le SSH. Après, voilà, ça peut poser quelques soucis, ou bien plusieurs soucis pour la sécurité opérationnelle, pour la sécurité fonctionnelle. Ok, alors maintenant, je vais passer sur mon routeur R2. Bon, là, je vais stopper mes captures. Bon, je vais passer sur mon routeur R2 pour la configuration de mon SSH. Alors, la première des choses qu'on commence à configurer, c'est on configure un IP domaine. Donc ça, c'est très important pour la configuration du SSH. Voilà, IP domaine, c'est pour configurer, on va dire, un nom de domaine là où se va se trouver mon équipement R2. Par exemple, là, je mettrai company.lan. Ok. Alors là, j'ai bien configuré un domain name pour mon routeur. Ok. Alors par la suite, ce que je mettrai en place, c'est qu'il faut que je génère une clé RSA pair sur mon équipement. Donc voilà, c'est pour le chiffrement, on va dire RSA. Ok. Alors, pour configurer, on va dire, ou bien pour générer une clé RSA au niveau de mon équipement, je mettrai crypto key generate et là RSA. Alors, dans mon cas, si je fais un point d'interrogation, dans ce cas-là, j'ai plusieurs options, hein. Ce qui m'intéresse en fait, c'est qu'il faut que je génère un clé RSA avec un numéro, on va dire, de module bit. Ok. Dans ce cas-là, vous pouvez en fait, vous pouvez entrer dans ce cas-là où vous allez spécifier, donc on va dire, la taille de votre clé RSA que vous allez générer. Sinon, en fait, vous pouvez juste en fait taper modules. Bon, je mettrai comme ça. Alors, je mettrai comme ça. Alors, par exemple, la clé d'une module RSA pour cet équipement-là, il prend dans le range de 360 jusqu'à 4096. Par défaut, ce qu'il prend, c'est le 512. Dans un environnement de production, ce qui est recommandé, c'est on va dire, utiliser une clé RSA supérieure à 2048. Ok, c'est toujours supérieur à 2048. Après, le souci qu'il peut y avoir, vous pouvez utiliser le maximum 4096, mais j'ai déjà essayé, on va dire, sur le même équipement, mais ça prend énormément de temps, je vous dis, ça prend énormément de temps. Donc c'est pour ça, moi, ce que je vous recommande, surtout lorsque vous allez passer dans un environnement de là, vous pouvez configurer juste 2048, c'est ce qui est, en fait recommandé, et ça prend pas beaucoup de temps, ok. Et c'est vraiment suffisant aussi. 4096, c'est fortement recommandé ici, mais le CC de 4096 sur certains équipements, ça prend beaucoup de temps. Moi, j'ai déjà eu l'expérience sur un équipement Cisco, on a mis 4096. Je vous cache pas, il m'a pris 15 minutes. Hein. 15 minutes, je trouve, en fait, déjà, en termes de temps, c'est pas quelque chose. Par rapport, en fait, en module RSA que moi j'avais configuré, que j'avais généré. Donc, 15 minutes, on va dire, c'est logique. Mais sur certains équipements, ça peut prendre aussi beaucoup de temps. Après, ça dépend du modèle de l'équipement, voilà, les performances de l'équipement, etc., etc. Mais bon, si vous êtes dans un environnement de lab, vous êtes en train toujours d'apprendre, même lorsque vous êtes dans un environnement de production 2048, pour moi, ça suffit pour un module key pour la génération pour le module key d'une clé RSA. Ok. Alors, maintenant, ce que je voudrais vous montrer, un point très important, c'est que regardez très bien, hein. Alors, le nom de la clé qui va le mettre en place, c'est ici. Regardez, c'est R2. C'est quoi le R2? C'est mon nom de l'équipement. Et compagnie LAN, c'est le IP domaine que moi je l'avais configuré. C'est pour ça que je dis, si aujourd'hui vous allez générer, ou bien vous avez commencé à générer une clé RSA avant de configurer un nom de domaine, ou bien un domaine name, il va pas passer. Il va vous demander de créer, on va dire, un domaine name pour votre équipement afin qu'il puisse générer une clé RSA. Boum. Alors là, je mettrai en entrée et là, ma clé RSA, ça sera généré dans quelques... Bon, ma clé RSA, donc il a pris, on va dire, presque voilà, 12 secondes.
pour générer. Donc là, il le dit elapsed time was 12 secondes. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que si vous voulez, on va dire activer donc la version SSH version 2. Par exemple, dans ce cas-là, vous pouvez juste IP SSH et là, vous pouvez par exemple version 2. Ok. Alors, il y a un point très important aussi. Par exemple, le SI de DSSP, donc c'est juste en fait au cas où c'est, on va dire, c'est un truc de QoS qu'on va le voir ensemble. Moi, ce que je voudrais vous montrer aussi, c'est que aujourd'hui, c'est par exemple si vous voulez, on voudrait configurer donc le timeout, c'est-à-dire une intervalle timeout pour les connexions SSH. Dans ce cas-là, vous pouvez aussi donc mettre par exemple IP SSH et timeout. Alors vous pouvez, on va dire, c'est entre en maximum c'est 2 minutes, c'est-à-dire c'est en secondes. Et là par exemple on va dire c'est 60 secondes. Ok. Alors, maintenant, ce que on va faire, c'est qu'on va passer sur les lines VTI. Alors, comme je dis, les lines VTI, ce sont des configurations, voilà, c'est une configuration que Monsieur Khalid elle avait déjà expliqué. Mais voilà, ça correspond à toutes les connexions distantes qui ont ouvert, on va dire, un port virtuel de VTI 0 à la VTI 4, donc c'est-à-dire de la ligne de la ligne 0 à 4. Ok. Alors maintenant, ce qu'on va mettre, c'est pour activer le login et le password. Donc login local, je me rappelle pas en fait si nous on avait configuré donc un login local. Et après, ce qu'on va faire, c'est que on va activer le SSH. Alors pour l'activer le SSH au niveau d'Ilan VTI, bah, c'est pareil, c'est transport input. Et à la place qu'on a mis Telnet, on va mettre dans ce cas-là le SSH. Do ouvert. Alors, je vais créer un username parce que j'ai le doute en fait si je l'ai créé ou pas. Et je crois pas. Bon, privilège ici, 15 et le password c'est default. Alors, alors, maintenant. Après que je crée ça, bah, maintenant il faut que je me connecte au niveau en SSH, au niveau de cet équipement. Alors pour se connecter en SSH à partir on va dire, d'une machine Linux, alors il faut que vous tapez le SSH suivi, on va dire, par le login. Par exemple, dans ce cas-là, c'est user 1 et du coup, on va récupérer l'adresse IP, c'est show IP antifreeze brief. Alors c'est 192.17.186. Ok, on va le coller ici. Alors là, il me demande d'accepter de la clé RSA que moi je l'avais configuré au niveau de mon équipement. Dans ces cas-là, il faut que je dise que yes, sinon je vais pas passer. Et du coup, alors regardez très bien ce qu'il me dit ici. Hein. C'est que on veut dire, c'est que la clé RSA qui correspond au 192.177.186, donc elle a été ajoutée sur les hosts qui sont connus. Parce que en fait, voilà, moi je l'avais configuré. Maintenant, on va dire si j'échange, on va dire la clé RSA ou bien on va dire si je configure, ou bien on va dire si j'ai un RMA c'est-à-dire un remplacement d'équipement pour cet équipement-là, on va dire on a laissé la même adresse IP dans ce cas-là, donc il y aura une autre clé RSA qui sera générée, mais on laisse la même IP, dans ce cas-là ça peut poser un problème. Donc c'est pour ça en fait il y a une méthode pour supprimer donc la clé RSA qui dépend à cet équipement-là, on va dire si on passe par l'authentification via un rebond Linux. Ok. Alors là, on passe sur default. Hop. Alors là, je crois que j'ai pas tapé le bon mot de passe. Alors dans ce cas-là, je suis bien connecté sur mon équipement en SSH. Alors maintenant, ce qui m'intéresse à faire, c'est que pour que je puisse vous montrer, c'est que maintenant je vais lancer mes captures Wireshark. Alors, je vais lancer mes captures Wireshark. Et puis je vais m'authentifier sur l'équipement, comme ça en fait vous pouvez distinguer entre entre le SSH et le Telnet. Ok. Alors maintenant je suis bien authentifié, donc là j'initie dans la communication SSH.
bien. Et là, par exemple, là, je tape default. Et là, je suis bien sur mon équipement. Si en fait, moi, je fais un show, par exemple, running config, comme j'ai fait tout à l'heure, comme ça, on va être ISO entre mes deux configurations. Alors maintenant, si je viens au niveau... bon, là, comme vous pouvez constater, je vois très bien... Bon, je vais arrêter quand même. Ici, je vois très bien des paquets qui ont été capturés en SSH. Voilà, donc de la liaison entre mon switch et mon router. Ok. Alors dans ces cas-là, par exemple, là j'ai bien des captures Wireshark, pardon, des captures Wireshark qui ont capturé donc du SSH. Donc là, par exemple, ça c'est pour tout dire, c'est côté client, et ça, par exemple, c'est côté serveur. Ok. Bon, on va prendre par exemple côté client. Par exemple, on va prendre côté client, donc. Alors, l'IP que je configure. Alors là, par exemple, là, il veut dire au niveau 2, là, la source MAC, la destination MAC. Voilà, niveau couche de 3, il vous dit que voilà, c'est le protocole version 4 que nous utilisons. Donc la source, c'est mon Ubuntu Docker et ma destination, c'est mon routeur, c'est-à-dire l'interface Fast Ethernet 00. Et là, j'ai bien ma destination port, c'est le 22. Donc, comme je vous ai expliqué, le SSH, donc, il utilise le port 22 sur le TCP. Maintenant, si je fais la même chose comme j'ai fait pour l'autre, alors flux TCP, boum, j'ai rien, aucune information parce que voilà, voilà, j'ai des messages, voilà, j'ai ce qu'on appelle en fait mes données, ils circulent en SSH en mode chiffré. Donc là, voilà, si vous voulez prendre un défi, vous pouvez en fait essayer de déchiffrer cela et je vous dis bon courage. Hein. Donc là, c'est impossible on va dire de chiffrer, hein, pardon, de le déchiffrer en fait toutes ces informations-là parce que c'est pas, c'est très compliqué. Hein. Je vous dis, voilà. Je sais pour l'instant c'est impossible, mais bon, si vous avez un miracle, bah, je vous dis bonne chance donc à me donner pour nous donner toutes ces informations. Donc là, par exemple, c'est côté client. Côté serveur, on va essayer de voir. Tac, 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 tac. Par exemple, tac, 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 tac. Ouais, par exemple ici. Bon, je crois que j'étais côté client. Ouais, voilà. On va par exemple prendre côté serveur. Par exemple, côté serveur, c'est-à-dire les informations qui viennent de mon routeur vers mon client. Bah, dans ce cas-là, c'est le même résultat. Alors que sur le telnet, bah, dans ce cas-là, je peux avoir toutes les informations. Hein. Mais bon, avec le SSH, les informations sont cryptées. Ce que je voudrais prendre, par exemple, là, on va prendre un autre paquet en SSH, par exemple, côté client. Alors là, j'ai bien le SSH protocole. Et il me dit que dans SSH version, donc, il est en version 2. Alors, l'encryption, il me dit que c'est de l'AES 128 CBC. Et là, le MAC, c'est-à-dire le MAC, c'est pour Message Authentication Code. Donc, dans ce cas-là, il utilise le HMAC. Alors, le HMAC, c'est-à-dire, c'est en anglais Key de Hash Message Authentication Code. Bien en français, c'est une code d'authentification d'une empreinte cryptographique de message avec clé. Voilà, c'est le HMAC, c'est un type, de MAC, c'est-à-dire c'est un type de Message Authentication Code. Hein. Voilà, et on va dire c'est bon, on va rentrer un peu dans les cours de cryptographie mais vite fait, mais voilà, il est calculé en utilisant une fonction de hachage cryptographique en faisant la combinaison avec une clé secrète. Hein. Par exemple, on peut utiliser alors pour le Mac, ce qu'on appelle le Message Authentication Code, c'est on va utiliser du HMAC et on peut utiliser aussi des autres protocoles qui ont une fonction de hachage. Dans ce cas-là, on peut avoir du MD5. Aussi, en fait, on peut avoir ce qu'on appelle le hachage 1. Ok. Après, pour tout ce qui est la fonction de HMAC, on va dire, ce sont des calculs un peu spécifiques pour ça. C'est plus, on va dire, vous pouvez le voir ça, c'est dans la partie cryptographique, on va le voir ensemble vraiment vite fait dans le cours de CCNA parce que c'est pas l'objectif du cours de CCNA. Alors, ici, comme vous pouvez constater, ici, on avait bien activé la CCNA version 2, bah, du coup, là, il avait bien capturé.
Le encrypted packet avec qui a été crypté en l'EAS 128-CBC, bah, par exemple, c'est ça son code. Et pareil pour le MAC Authentication Code. Donc voilà, c'est ça pour le cours d'aujourd'hui. On a pu faire la différence entre le SSH et le Telnet en termes de configuration, mais aussi on a fait des captures Wireshark, comme ça en fait vous pouvez distinguer que si vous allez prendre une capture Wireshark en Telnet, c'est que toutes les informations circulent en clair, mais voilà, en SSH, donc il y a des protocoles d'encryption, par exemple le AES 128-CBC qui rentre dedans pour faire, on va dire, le cryptage des données. Mais aussi pour l'authentification, il utilise le HMAC-le SHA. Ok, donc voilà, on s'arrête ici et je vous dis à la prochaine vidéo.